Bonjour, dans cette vidéo je vous présente brièvement Proxmox. Donc Proxmox est un système de virtualisation qui utilise KVM. Alors c'est un petit peu différent de ce que je fais habituellement, je présente principalement les différences entre une installation directement sur Debian et celle depuis le CD-ROM. Alors quand vous serez convaincu que l'installation sur Debian est plus pratique, plus intéressante, vous retrouverez ci-dessous le lien vers mon Pensbet pour pouvoir installer Proxmox sur Debian dans la description de la vidéo. Pour l'installation sur Debian, il suffit de suivre le document, mais à expliquer c'est un peu trop long, ce qui explique que j'ai préféré comparer les deux versions. Alors bien sûr, c'est une comparaison que je fais entre les deux systèmes. Comparaison, c'est un bien grand mot, c'est le même système mais installé de manière différente. Alors comme Proxmox s'installe en à peine quelques minutes depuis le CD-ROM que vous pouvez télécharger sur le site officiel du programme, vous verrez donc en même temps comment l'installer depuis le support. Alors c'est aussi une bonne occasion de découvrir la virtualisation avec Proxmox. Alors comme cette vidéo présente pas mal de facettes de Proxmox, peut-être voudrez-vous vous rendre à une étape particulière. Dans le timecode qui est dans la description, vous pourrez vous déplacer directement sur une étape. L'installation depuis le CD-ROM tout en un, ça peut être aussi l'occasion de travailler sur Proxmox sans perdre tout son temps dans une installation un peu longue. Là, vous allez voir qu'en moins de 5 minutes, c'est parce que je donne un tas d'explications au passage, ça serait fait, et même totalement opérationnel. Après, je suis un peu aussi perfectionniste. Alors Proxmox est un système de virtualisation, c'est gratuit, on propose quand même un support, alors pas très cher par rapport au système. Par contre, bon, si vous prenez pas le support, vous aurez une fenêtre de rappel à chaque fois que vous allez vous y connecter. Proxmox utilise KVM, c'est un petit peu comme ESXi, il a sa propre interface web qui permet de le gérer. Par contre, ESXi, si vous voulez faire du cluster, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la haute disponibilité, il vous faudra installer un logiciel supplémentaire. Là, vous avez tout. Il peut faire du cluster, du conteneur. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre pour la haute disponibilité, pour une question de gestion de disque et de système de fichiers. Mais par contre, il accepte facilement les modifications du système, le clonage, l'ajout de fichiers, la manipulation de certificats de sécurité. Malheureusement, c'est peu connu. Alors il peut être téléchargé sur le site de Proxmox sous forme de DVD tout en un. Alors dans un premier temps, cette vidéo va montrer comment on installe le système. Alors comme c'est une démonstration pour cette version, on va pouvoir l'installer sur VM. Je vais utiliser VMware Player qui permet la virtualisation matérielle. Alors c'est parti. Alors cette présentation n'est pas une démonstration sur la virtualisation. Je vais pas expliquer comment je crée ma VM sur mon VMware Player. Je vais pas non plus expliquer comment fonctionne mon VMware Player. Et je vais passer directement à l'installation de mon système. Donc c'est juste basé sur Debian. Ça, faut quand même le savoir. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet et je lance mon installation. Alors bien sûr, la première chose qui va se passer, on va afficher l'accord de licence. On la vérifie, on le lit et on valide. Puis on passe à l'étape suivante. Là on va choisir le disque cible. Alors éventuellement on peut passer par les options et là on pourra modifier la taille des partitions, la taille du système, éventuellement la taille du swap. L'étape suivante, on passe à la zone horaire. Donc là généralement il n'y a rien à y faire, on peut passer très vite. Automatiquement il va détecter dans quelle zone on est et va le placer par défaut. Étape suivante, le mot de passe. Donc là il est demandé de fournir un mot de passe avec 8 caractères minimum.
plus une adresse mail pour les alertes du système. Alors là, pour l'adresse mail, vous pouvez mettre ce que vous voulez de toute façon. On n'en a pas besoin pour la connexion. Alors vous pouvez mettre une adresse locale ou mettre une adresse qui sera créée plus tard. Étape suivante, on passe aux informations à fournir pour le serveur. On va devoir fournir un FQDN, donc le nom complet de domaine, donc le nom de la machine plus son domaine. Une adresse IP, le serveur de DNS. Alors ici on n'a pas le choix, on peut pas mettre d'IP dynamique, de toute façon c'est un serveur. Comme on va s'y connecter uniquement par le web, bah forcément on va lui mettre une IP fixe. On passe à l'étape suivante, donc là c'est une étape habituelle, un petit résumé, vérifier qu'est-ce qui a été mis, éventuellement on peut toujours revenir en arrière si quelque chose ne colle pas. Et puis on peut passer à l'installation du serveur. Alors l'installation du serveur va pas forcément prendre beaucoup de temps, on a un système qui fait à peine 2 Go, donc ça va très vite. Par contre, on a quand même le temps de lire les quelques informations affichées à l'écran. Donc qui explique le but de Proxmox, la virtualisation, le système de cluster. Donc c'est plein de petites informations. Donc comme je disais, l'installation va se passer très vite. Donc ça y est, mon serveur est installé. Alors personnellement, j'aime pas trop ce genre de situation. On n'a pas mis grand chose comme information et on sait finalement pas qu'est-ce qui s'est passé, comment il est configuré. Alors par contre, on peut pas dire le contraire. C'est facile, rapide. Alors pour faire quelques essais, comme par exemple lorsque vous arrivez sur une production, c'est quand même très bien de pouvoir passer par là et de ne pas perdre son temps dans des longues installations. Quand on a fait le tour du sujet, de toute façon, on peut cliquer sur Reboot pour redémarrer la machine. Donc voilà, comme j'avais expliqué, l'installation s'est faite en moins de 5 minutes. Alors au prochain reboot, lorsque la machine aura fini de démarrer, il sera proposé l'adresse IP et le chemin de connexion. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire et c'est tout ce qu'il y avait à mettre en place pour l'installer avec le CD-ROM. Donc moi de mon côté, j'ai déjà fait une installation sur une Debian. Donc là c'est un petit peu plus long, donc je vais me contenter d'aller directement m'y connecter en SSH. Donc là je montre pas l'install, mais je vais montrer comment ça se présente. Donc là j'ai tout simplement passé par la commande history qui va vous donner toutes les commandes qui ont été tapées. Bien sûr, avant d'arriver à la configuration et l'installation à proprement parler de Proxmox, j'avais installé une Debian, mais dans sa version la plus simple possible, complètement vide. Alors avec Debian, c'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu plus long, c'est quand même plus propre et c'est plus à jour, c'est ce qu'on verra après. Donc après une modification du source list où je vais rajouter le dépôt de Proxmox, je vais après rajouter la clé JPG, donc la clé de sécurité pour valider le site de Proxmox à proprement parler et ne pas avoir des erreurs de certificat ou de vérification. Quand c'est fait, je vais faire un upgrade, donc apt-get update et un upgrade derrière. À partir de là, le noyau, puisque c'est une des parties principales, va être changé. Donc une fois que ça sera terminé, je fais un reboot pour prendre en compte le nouveau Proxmox installé. Je vais y faire une modification de mon fichier host pour le FQDN avec le hostname. Et je vais terminer en mettant une IP fixe dans mon fichier interface. Quand c'est fait, on reboot tout simplement.
Alors pour faire quelque chose de propre, j'ai fait quelques manips pour pouvoir ajuster tout ça. Alors pour pas avoir un historique d'1 km de long, j'ai fait un petit peu de nettoyage. J'ai mis mon password, j'ai mis un sudo su, j'ai changé le MOTD, le fichier issu. Et puis j'ai supprimé le fichier de dépôt qui a été ajouté de manière automatique par Proxmox. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus long que de mettre le CD-ROM dans le lecteur et cliquer sur installer tout simplement. La suite de cette vidéo va vous montrer globalement comment fonctionne Proxmox, mais montre aussi les différences entre les deux systèmes. Vous pouvez télécharger mon pense-bête pour l'install, vous allez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Donc cette fois je vais pouvoir fermer mon terminal et je vais rouvrir mes deux Proxmox à partir de Chrome ou d'Internet Explorer. Donc mes deux Proxmox, j'en ai un qui est installé directement avec le CD-ROM depuis le site du fabricant et l'autre qui est installé à partir de ma Debian. Je vais accéder à mon serveur en tapant l'adresse IP ou le nom de la machine suivi du port 8000. Quand on va se connecter, il va me demander le login, mot de passe, donc c'est le login et le mot de passe de la machine à proprement parler. Alors, je vais d'abord sélectionner la langue, si j'en ai besoin, avant de mettre mon login et mon mot de passe. Si je fais l'inverse, si je mets login, mot de passe et je sélectionne la langue, mon login et mon mot de passe vont être effacés, je vais devoir recommencer. Une fois qu'on est connecté, il va être proposé le petit message habituel, comme quoi on utilise une version gratuite, qui n'a pas de licence, qui n'a pas d'aide. Alors bien sûr, vu le travail, je pense que ça peut être bien effectivement de prendre un petit contrat d'entretien avec. Quand on est dans la fenêtre, elle va se proposer avec trois volets. Un premier volet où on va retrouver le data center, les serveurs, les machines, les clusters éventuellement, les conteneurs. Dans le deuxième volet, on va retrouver les options, les commandes, le stockage, les différentes actions en fonction de ce qu'on aura sélectionné dans notre premier onglet. Le troisième onglet va afficher le détail. Donc par exemple, si j'ai cliqué sur résumé, dans le détail, j'aurai le contenu du résumé. Et enfin, tout en haut de la fenêtre, j'aurai une barre de menu avec quelques informations de connexion, les paramètres de recherche, la possibilité de créer une VM ou créer un conteneur et se déconnecter. Alors sur le deuxième serveur, c'est exactement la même chose que le premier. Les deux serveurs sont les mêmes avec peut-être quelques petites différences. Donc justement, on va commencer par aller voir ces petites différences. Donc je sélectionne mon serveur dans le premier volet et dans le deuxième volet, je vais aller sélectionner le shell. Et la console va s'ouvrir dans mon troisième volet. Alors comme on est déjà dans le serveur, j'aurai pas besoin de me connecter, je suis directement dans l'invite de commande avec la possibilité de taper mes commandes. Et là on va aller voir comment a été installée la machine sur le disque. Ici j'ai pris comme première machine celle que j'ai installée directement avec le CD-ROM fourni par Proxmox. Je vais taper fdisk et là je vois que ma machine a été installée en EFI avec LVM. Alors on m'a pas demandé mon avis, ça a été fait automatiquement. On fait pareil pour le second serveur, donc là celui que j'ai fait à la main, et je vais faire exactement la même chose, je vais aller taper la commande fdisk à l'intérieur. Alors là par contre, les partitions ont été faites comme je voulais, donc je ne voulais pas de LVM, alors ça c'est une question de choix.
Mais l'avantage qu'il y a, c'est que je vais pas me retrouver avec un LVM où j'ai juste 8 Go. Donc 8 Go de LVM, je vais pas faire grand chose. En l'ayant fait soi-même, on peut séparer aussi soi-même les partitions et en faire ce qu'on voudra. Plus tard, vous verrez que le choix de type de partition va avoir toute son importance dans la création du Proxmox et notamment dans la création du cluster. Suivant le choix qu'on aura fait sur les partitions, suivant les partitions comment elles seront formatées, on n'aura pas les mêmes options. Ça, c'était une première chose. Une deuxième chose qu'on va pouvoir remarquer, c'est la version. Alors là, bon, c'est une version que j'ai installée il y a quelques temps. Ça va pas changer grand chose. Si vous le faites aujourd'hui, peut-être que vous aurez une version avec un numéro un petit peu supérieur. Ça sera exactement la même chose. Là, sur ma machine installée sur ma Debian, donc celle que j'ai fait à la main, j'ai une version 5.4.6. Alors que sur la version de Proxmox, j'ai une 5.4.3. Alors c'est pas grand chose, mais c'est quand même une petite différence, surtout pour les perfectionnistes. Alors, même si je viens de faire un apt-get update, ça sera exactement la même chose. Justement, dans mon Proxmox, je vais le faire, un apt-get update. Alors là, on va voir que le apt-get update dans mon Proxmox fait 1 km de long. Parce que le source list n'a pas été optimisé. Alors comme il vient d'être installé, j'ai quand même des mises à jour. Alors je démarre le service Proxmox avec service PVE proxy restart. Je redémarre l'interface web et là je me rends compte que même si j'ai fait mon apt-get upgrade derrière, eh bien je n'ai pas plus de mise à jour pour autant. Alors toujours dans ma configuration personnelle, on peut aussi aller voir la configuration réseau. Donc là j'ai deux volets, donc le système réseau dans ce deuxième volet, et dans mon système réseau je vais aller chercher les DNS. Et là je vois que j'ai un seul DNS pour le Proxmox fait avec le DVD et j'ai 3 DNS, donc les 3 DNS que j'ai positionnés dans celui que j'ai fait personnaliser. Alors on sait par exemple que quand on a de la fibre, eh bien il est beaucoup mieux d'avoir plusieurs DNS de configurer. Et là ben, dans mon Proxmox, automatiquement, il ne m'a proposé qu'un seul. Alors on peut toujours le changer parce que ça reste une Debian, mais il faut quand même faire quelques modifications après installation. Alors avant de passer aux disques et leur usage, on passe rapidement sur les logs. Alors on va aller voir le syslog en particulier. Alors le syslog c'est celui qui va reprendre tous les événements système. On va très vite remarquer que sur le Proxmox ISO, donc celui où j'ai installé avec mon ISO, il y a beaucoup plus de logs, plus d'événements, alors que l'autre. Alors c'est pas vraiment un souci, mais quand même, il y a plus d'événements. Alors je rentre pas non plus dans la polémique d'utilisation des logs. Après les logs et le système, on va passer à la gestion de l'espace de stockage. Alors LVM ça peut être un avantage, mais pas forcément là. Faire une utilisation histoire de l'utiliser, ça reste quand même un choix. Donc là on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Je vais faire un clic sur le serveur et je vais dérouler. À partir du moment où on déroule le serveur, on va voir les différents stockages qui sont liés à mon serveur. Dans mon Proxmox, celui que j'ai fait avec mon ISO, je vais retrouver deux stockages. Le stockage local plus un LVM avec, si je regarde de près, un LVM de 8 Go. Avec 8 Go on va pas très loin, pour moi c'est quasiment 8 Go de perdu. Alors vu le prix du giga sur un serveur, c'est quand même un peu cher. Sur mon Proxmox, celui que j'ai installé à la main, je vais juste retrouver un seul stockage.
Je vais profiter, tant que je suis là, pour créer un nouveau pool de stockage. Donc là, je vais créer un pool de stockage LVM ou LVM Tin. Alors là, je vais pas rentrer dans les explications liées au tin provisioning ou au provisioning normal. C'est une question d'utilisation de VM. Alors pour pouvoir créer un LVM Tin, eh bien, on va commencer par choisir le disque. On va lui mettre un nom, c'est obligatoire, et 3 secondes après, on a notre LVM qui est créé. Sur le serveur ISO, on va aller dans stockage, LVM Tin, c'est exactement la même procédure. On choisit le disque, on lui met un nom. Alors à première vue, il n'y a aucune différence entre les deux serveurs. On va ouvrir un terminal et aller voir qu'est-ce qui s'est passé et comment sont composés les LVM. Alors c'est pas ici un tuto sur LVM, je vais juste taper la commande VGS. Donc globalement, le stockage pour les VM sera exactement le même. Alors on a un VG compliqué sur mon Proxmox ISO avec 2 VG. Alors ça fait beaucoup de choses, ça fait un VG un petit peu plus compliqué pour finalement pas grand chose. C'est pas forcément un souci, mais quand on regarde sur ma Debian, je n'ai qu'un seul VG, ce qui est quand même plus simple. Par la suite, après, on pourra étendre aisément les volumes. Rien de nouveau là-dessus, c'est juste de l'utilisation de base. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation qui est à la fois une présentation de base de Proxmox. J'ai comparé là-dedans les deux systèmes, un système installé à la main avec un système installé de manière automatique. Alors outre les différences qui pourront être considérées comme minimes, une chose est sûre, c'est que dans une installation faite manuellement, on sait ce qu'on a mis en place, on sait comment on a organisé le système et on l'a organisé de la manière où on voulait et on l'a configuré comme on l'entendait. Et on reste aussi dans une optique de Linux où on met les mains dedans pour savoir ce qu'il y a et comment il a été fait. Et une chose certaine, on maîtrisera mieux de toute façon le système en cas de souci. Alors là-dedans, j'ai pas forcément parlé beaucoup du système, c'était plus une présentation générale. Dans une prochaine vidéo avec l'utilisation de base, là je présenterai le stockage, non pas le stockage du système mais le stockage propre à la virtualisation. On verra comment créer une VM. Et dans une autre vidéo qui arrivera un peu plus tard, là cette fois-là on verra comment créer un cluster avec Proxmox. Et justement, si vous voulez retrouver mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. Vous pouvez flasher le QR code ou taper LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes différents documents. N'hésitez pas à poser vos questions ou me laisser vos suggestions. À bientôt.